Alors, donc on va commencer tout simplement par le petit constat. Frédéric, tu peux nous dire quelques mots avec ta vision terrain, ce que tu vois en fait dans les PME à l'heure actuelle? Oui, alors on a quand même un constat systématique depuis plus de 10 ans, mais qui existait avant, mais pas, qui n'avait pas été fait et étudié par nous. C'est que les PME sont toujours aussi peu structurées, aussi peu organisées, et en même temps, elles doivent faire face à des problématiques nouvelles telles que la multiplication des canaux de distribution, de communication, ce qui fait que ces entreprises ont une exigence maintenant pour avoir des discours commerciaux de plus en plus élaborés, de plus en plus pertinents, de plus en plus complets. Et comme souvent dans ces entreprises-là, il n'y a pas la fonction ou il n'y a pas l'organisation ou pas la ressource interne pour faire face à tout ça, ça devient de plus en plus compliqué. Les gens n'ont pas le temps. On a en face de nous des consommateurs qui sont volatiles. On a des clients et des prospects qui sont surinformés parce que forcément ils ont eu les messages dans tous les sens. Et du coup, on a une concurrence qui est de plus en plus aussi en veille par rapport à notre offre, notre produit. Ce qui fait que aujourd'hui, les gens doivent maîtriser complètement l'arbitrage de tous les canaux de distribution et de communication et maîtriser aussi la mise en œuvre. Donc plus de canaux, c'est bien, hein, c'est l'avancée du progrès, mais c'est plus de difficultés et c'est beaucoup plus de besoins d'expertise, de compétences et de temps. Donc, Alors, voilà. si on parle du développement commercial, c'est un petit peu ta spécialité, Frédéric. Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la plupart des entreprises? Pourquoi, en fait, finalement, c'est un petit peu compliqué pour une entreprise, une PME, de pouvoir définir une bonne stratégie? Alors, statistiquement parlant, il y a 75% des dirigeants de PME, PMI, TPE qui sont d'origine technique. Donc on a souvent, je dirais, le savoir-faire, le cœur de métier de l'entreprise est détenu par un technicien, ce qui fait qu'on a des gens d'une population qui est plutôt dans l'action commerciale, je dirais, improvisée ou opportuniste, c'est-à-dire en réception d'appels, même si c'est en train de changer, mais rarement sur des anticipations. Donc pour faire court, on est plutôt orienté client plutôt que prospect. Et dans ce périmètre-là, c'est difficile aussi d'attirer et de garder des bons commerciaux, parce que quand on fait venir un commercial dans une boîte qui est organisée de cette manière-là, dont les gènes, l'ADN est surtout technique, ce commercial, il a du mal à rentrer dans l'équipe. Mais en dehors de cette difficulté à s'intégrer, il y a aussi le fait que la PME est sollicité dans plein d'autres. Alors on en entend régulièrement parler dans tous les journaux, etc. En ce moment, on est dans pleine réforme sociale, mais la PME a plein d'autres priorités autres que son développement commercial, la flexibilité, la concurrence, la gestion, l'environnement, la qualité, etc. Et dernière chose, dernier constat qu'on a pu mesurer sur ces 15 dernières années, c'est que la PME-TPE a rarement un projet défini à moyen et long terme. J'oserais même dire, pour caricaturer puis provoquer un petit peu, que le seul moment où la PME a un projet, c'est à sa création, par le biais d'un business plan, quand elle va avoir le banquier pour trouver des financements. Et puis après, on laisse un petit peu ça en jachère. Et aujourd'hui, on n'a plus les moyens de se payer des années de jachère. Il faut qu'on produise tout le temps en continu. Justement, on arrivera au cœur du sujet. On va voir ensemble les 5 étapes pour vraiment définir et adopter une stratégie commerciale. Donc d'abord, une stratégie commerciale, on l'a dit, c'est pas quelque chose qui est opérationnel. Ça se joue sur 1 an, 2 ans minimum. On va définir en fait une cible et aligner le tir. Alors on va utiliser exprès un vocabulaire assez guerrier, assez
assez militaire, mais c'est pour vous montrer en fait que ça a besoin de rigueur, qu'on n'est pas forcément dans quelque chose qui va être trop structuré pour la plupart des entreprises, mais qu'il faut un petit peu cadrer les choses, il faut arrêter un petit peu l'aspect amateur et professionnaliser sa prospection et sa stratégie commerciale. Donc on va définir son plan de bataille, on va entraîner ses troupes et ensuite on va se confronter à la réalité du terrain. Et vous verrez, on a proposé à chaque fois des actions à mener à chaque étape et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous avez des questions-réponses déjà. Donc la première étape, tout simplement, c'est de définir les priorités stratégiques à 2 ans. Ça, en fait, souvent, les entreprises ne le font pas. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu facile de dire ça. Comment on fait dans la vraie réalité qu'on a la tête dans le guidon? Ben, Frédéric, là, je pense que tu as déjà une expérience de ça et tu rencontres des dirigeants d'entreprise tout le temps. Alors, c'est assez simple. On imagine toujours une voiture super équipée avec le dernier cri et le GPS dedans. Et puis, en réalité, on n'a pas mis la direction dans le GPS. Alors que si on met la direction dans le GPS, on va forcément trouver le bon chemin, le plus court, le plus rapide, le plus touristique, éviter les bouchons. Enfin, on va pouvoir positionner, s'adapter. Mais on a un vrai problème, c'est définir le fait de où on veut être à 2 ou 3 ans, sachant que la particularité des petites et moyennes entreprises, c'est qu'elles font partie intégrante du patrimoine personnel du dirigeant, patrimoine bien sûr financier, mais aussi patrimoine affectif, émotionnel, et qu'il faut creuser un petit peu dans tout ça pour être capable de déterminer la bonne stratégie. Est-ce que les objectifs du dirigeant, c'est de céder ou de transmettre son entreprise, à transmettre à ses enfants en parfaite harmonie, la céder et partir en vacances méritées, ou est-ce que c'est conquérir des parts de marché, se défendre contre un concurrent, faire de la croissance organique en interne sur ses actions, ou carrément aller acheter un concurrent pour acheter des parts de marché, réagir à l'évolution du marché qui aujourd'hui bouge quand même assez rapidement. Donc ça, c'est tout un ensemble, une batterie de questions qu'il faut vraiment creuser. Il y a un petit peu d'introspection personnelle à savoir où je veux être dans 2 ans. Alors 2 ans, on a mis 2 ans avec Frédéric parce que ça sert à rien de se mettre des stratégies à 5, autant faire des petites étapes de 2 par 2 et puis les tenir. Voilà. Ouais, et comme tu disais, il faut vraiment prendre en compte tous les environnements, les éléments, les contraintes du marché. Tu me disais bien, il y a quelques semaines, là, tu étais avec un de tes clients qui avait des gros emprunts à rembourser. Donc forcément, pour lui, c'était plutôt sur la croissance organique, donc essayer de vendre plus à ses clients, de faire de la fidélisation que d'aller en fait aller conquérir. Et justement, il y a 2 piliers en fait, justement pour le chiffre d'affaires. C'est ce que tu vois tout le temps, prospecter ou fidéliser. Oui. Alors, j'ai entendu pendant des années des gens qui m'expliquaient qu'ils préféraient recruter des chasseurs, parce qu'au moins eux, c'était des vendeurs. D'ailleurs, il y a eu une émission là-dessus hier soir à Capital. D'autres, j'ai regardé, c'est assez caricatural. Hein. D'autres, oui. D'autres qui préféraient avoir des gens en fidélisation, des éleveurs. Et puis, il est arrivé une dernière catégorie, les chasseurs-éleveurs en même temps. Et puis tout le monde en a fait toute une dissertation autour de ça, alors qu'en réalité, c'est votre offre, c'est votre produit qui va conditionner les leviers. Il est évident que si vous vendez du pavillon individuel, ça va être difficile d'en caser un tous les trimestres ou tous les ans à la même clientèle. Alors que si vous vendez de la ramette de papier pour photocopieur, il faudra être présent peut-être tous les 15 jours ou tous les mois chez vos prospects ou chez vos clients. Donc en réalité, c'est bien le produit ou le service qui va conditionner l'axe prioritaire du développement du chiffre d'affaires. Ceci étant, il y a toujours les 2 piliers qui sont en route, mais avec des répartitions qui sont différentes en fonction des durées de vie de produits et puis aussi de la fidélité, par exemple, au produit si c'est du consommable.
Alors, donc là, la petite question, c'est de dire quelles vont être vos priorités pour 2016. Alors, simplement, moi, ce que je dis, pour faire une stratégie marketing, une stratégie commerciale, il faut se prendre le temps. Il faut prendre un petit, alors, produit ou service. Ça peut être produit ou service, les deux, hein, c'est pareil. Quand on parle de produit, pour nous, enfin, pour moi, un produit, ça peut être un service également. C'est l'offre que propose la personne. Donc, comment faire pour réfléchir aux priorités pour 2016? C'est simple. Il faut se prendre un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter sur son PowerPoint et dire tiens voilà ce que je vais faire. Il faut se dire ok, qu'est-ce que je veux faire? On a vu tout à l'heure, est-ce que j'ai un concurrent? Est-ce que le marché évolue? Est-ce que je suis sur un marché en croissance, en saturation? Ça, ce sont des choses en fait qu'il faut analyser. Parce que parfois les gens se disent bah tiens, je suis dans un marché en croissance et ils ne se rendent pas compte que leur chiffre d'affaires est en train de stagner depuis quelques années, qu'il y a des concurrents qui sont arrivés. Donc c'est vraiment se poser et dire qu'est-ce qui va se passer. On prend papier crayon et on dit voilà où je suis, où je vais, comment évoluent mes clients, comment évolue mon marché, est-ce que je veux plutôt aller dans tel sens, est-ce que je veux vendre mon entreprise, comme tu disais, si je suis proche de la retraite, etc., etc. Vous allez vraiment définir vos priorités au moins pendant 2 heures. Parce que si on quitte pas en fait pendant au minimum 2 heures le quotidien, on reste toujours pris par le train-train habituel. C'est-à-dire que on dit toujours tiens juste après je dois appeler telle personne, juste après je dois faire ceci, cela. C'est vraiment se dire pendant 2 heures je fais que ça. Je me mets dans un bureau, j'éteins mon téléphone et je me dis quels sont mes challenges actuels. Idéalement, si je devais vraiment dominer mon marché, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Quelles sont les évolutions à 1 an que je dois absolument prendre? Et à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans. Et pour arriver à ces 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'est-ce que je dois faire maintenant? En fait, il faut véritablement prendre le temps de réfléchir et comment on va arriver là-dessus. C'est des questions qu'on se pose trop souvent. C'est ce que je dis de la même manière à mes clients. Je pense que vous passez plus de temps à planifier vos prochaines vacances qu'à planifier votre plan marketing pour l'année prochaine. Je connais pas mal de gens qui disent tiens, je vais partir aux États-Unis, ils font des études, ils regardent sur Internet, ils réservent des hôtels, etc., etc. Et pourtant, pour se dire je vais commencer à réfléchir ce que je vais faire l'année prochaine dans mon plan marketing, ils y passent moins de temps. Donc, dites-vous que vous devez être aussi sérieux là-dessus. Donc, et bien sûr, il faut se dire aussi qu'il faudra choisir. Choisir, c'est renoncer. On ne peut pas tout faire en même temps. Ok, j'ai comme priorité de développer ma fidélité client, par exemple. Je vais peut-être moins prospecter ou je vais faire ceci ou faire cela. C'est se dire quelle va être votre priorité, qu'est-ce qui va ramasser 80% du chiffre d'affaires, quelles sont les actions qui font 20% du temps et qui vont vraiment générer du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Planifiez-vous du temps. Moi, je dis 2 heures minimum, mais c'est plutôt une après-midi. Et là, on réfléchit un petit peu et surtout, on utilise des chiffres. Et là, on arrive justement à l'étape numéro 2. On va définir une cible et aligner tout simplement tout le monde. Alors justement, Frédéric, il y a 2 choses qu'il faut vérifier, le quantitatif et le qualitatif. Alors déjà, le premier outil qu'il faut avoir sur soi, c'est une calculette. Il n'y a pas d'analyse de bilan et de prévision en marketing sans se servir d'une calculette et de données chiffrées. Dire je pense que, je crois, j'imagine, ce sont des mots à bannir. Alors le qualitatif, c'est d'être très factuel, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Voilà. Alors vous allez lister sur le paperboard, c'est un outil finalement que j'utilise même seul, le paperboard, parce que ça m'oblige à me couper de l'écran, ça m'oblige à me déplacer de mon bureau, à me sortir un petit peu de mon espace, et j'écris au paperboard qu'est-ce qui a fonctionné, tant mieux. Puis j'écris aussi qu'est-ce qui a été un échec, qui n'est pas forcément agréable. De temps en temps, c'est comme le caillou dans la chaussure qu'on a traîné pendant moitié d'une randonnée. Et puis après, je me prends un peu de recul pour en tirer les leçons. Alors, qu'est-ce qui a été l'échec? On a été optimiste sur une prévision. On n'a pas mesuré le danger d'une nouvelle norme, la mise en place d'une nouvelle réglementation, sachant que ce sont des paramètres qui sont parfois évidents, mais tellement évidents qu'on les oublie. J'ai eu un dossier il y a quelques années, il y a déjà 7-8 ans, dans l'alimentaire, et on avait sous-estimé le risque de crise alimentaire, pas chez soi, pas dans l'entreprise, mais dans la filière. Et risque alimentaire qui s'appelait la listeria à l'époque. Il y a eu une alerte listeria sur un produit complètement différent, sur la charcuterie, et ça fait bouger
la filière qui était concernée. Ensuite, sur le quantitatif, là, c'est vraiment comment se répartissent vraiment les ventes. Donc, il y a un outil que tout le monde a en main, c'est le grand livre client. Même si on n'a pas de CRM, de logiciel spécifique, de base de données pointue, au moins avec le grand livre client, on est capable d'avoir déjà la liste de toutes les ventes et qui nous achète. Et puis dernière chose, mais qui paraît quand même extrêmement évidente, mais qui n'est pas toujours systématique, où on fait vraiment la marge. Moi j'aime bien dire dans une entreprise, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est son produit. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui sont ses clients, comment ils achètent. Puis ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ils gagnent de l'argent. Et c'est vrai que la thématique de cette diapo, c'est de dire si on fait toujours la même chose, on obtient toujours les mêmes résultats. Donc si c'est toujours les mêmes bonnes choses, on aura probablement les mêmes bons résultats. Mais souvent, maintenant c'est de plus en plus important, vu l'évolution notamment du marketing, de recaler les choses, de vérifier en cours de route et de prendre des orientations différentes, d'infléchir ça tout doucement, parce que le changement est toujours difficile à gérer, mais de tirer les leçons et de corriger le tir au moins d'une année sur l'autre. Voilà, parce que ce qu'on constate moi dans le marketing et toi au niveau commercial, c'est que souvent en fait les gens vous disent bon bah le client type c'est tel client, c'est le gros client, tandis que le directeur dit maintenant le client type c'est plutôt un client moyen et le marketing ou la comptabilité va constater que finalement on n'a que des petits clients. Donc il faut véritablement se méfier de l'effet chacun voit au pied de sa porte, c'est l'effet entre guillemets de la fable de l'éléphant où on demande à 6 personnes de dire en touchant un éléphant qu'est-ce que c'est, elles disent c'est un mur, c'est une lance, c'est un serpent, etc. Il faut véritablement vérifier avec le terrain et les données de vente quel est exactement le client et où on fait exactement sa marche. Alors également, ce qui est super important, c'est en complément de ça, c'est travailler sur la méthode des personas. La méthode des personas permet tout simplement d'aligner la structure sur une cible commune. Puisque comme je le disais, souvent les commerciaux, le marketing, le DG n'ont pas exactement la même idée du client type. Pourtant, c'est essentiel. Si vous avez déjà dit, OK, mon client, c'est un responsable commercial, son problème, c'est ça. Ses objectifs, c'est ça. Vous avez déjà exactement la structure même pour votre argumentation marketing et votre argumentation commerciale. En une fiche, vous devez être capable de résumer qui est votre client type. En quelques lignes comme ça, par exemple, on voit quels sont ses challenges à lui, quels sont ses objectifs. Quand vous savez quels sont les objectifs du client et que vous avez partagé ça avec vos commerciaux, les techniciens, etc., vous voyez ce que le client attend. Il veut structurer ses process, avoir l'adhésion des commerciaux, avoir une solution simple. Là, en fait, c'est dans l'exemple d'une vente de solutions de CRM. On voit également aussi ses rêves. Les rêves, c'est ce que vous allez utiliser comme levier. Je dis toujours, la vente, c'est de l'émotion d'abord, c'est ça qui va déclencher l'achat, et ensuite vous avez le factuel qui est là pour raisonner, pour expliquer pourquoi on a fait son choix. Donc c'est sur ces leviers de rêve qu'on va pouvoir, par exemple aussi, développer des nouvelles fonctionnalités. On peut également lister ici les objections et les réponses. C'est trop compliqué, il existe plusieurs versions, c'est trop cher, ceci, cela. Ça aussi, ça va aider le commercial à mieux vendre. Après, vous avez bien sûr ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et justement, c'est sur quoi il faut appuyer, c'est sur quoi il faut éviter d'appuyer. Et là, vous avez les différents besoins et les problèmes. Cette fiche-là va permettre donc d'aligner le marketing, éventuellement si vous avez une R&D, éventuellement si vous avez des commerciaux, ça va être une ligne directrice. Alors après, grâce à ça, vous allez pouvoir renforcer votre unique selling proposition. Unique selling proposition, c'est expliquer en quoi vous êtes différent et unique du marché. Ça, en fait, c'est quelque chose qu'on voit trop peu souvent dans les entreprises. J'étais encore il n'y a pas très longtemps avec 2 entreprises, une qui vendait des logiciels d'études en ligne et l'autre qui vendait des solutions de CRM. Et ils me disaient, moi je suis unique sur le marché, j'ai la prétendance. Il y a Valérie qui nous dit qu'elle n'a pas compris. En fait, la méthode des personas, c'est tout simplement pour résumer, c'est pour un client type. C'est pas pour chaque client, c'est pour un client type. C'est-à-dire que pour vous allez cibler, en fait, c'est votre client cible.
C'est-à-dire que je me dis, un commercial peut dire, ouais, mon client type, c'est une PME qui est 250 salariés, qui va me prendre 400 users de ma solution de CRM, par exemple. Mais quand on regarde dans les faits, on se rend compte que le produit est plutôt fait pour les PME qui sont à l'international ou les startups. Et en fait, le commercial, il a une idée du bon client, le marketing a une idée du bon client, le service technique aussi. Tout ça, ça permet en fait d'aligner tout le monde sur un besoin, un terme, etc., etc. Donc, une fois qu'on a fait ça, on travaille maintenant sur le produit. Parce qu'avant, on a travaillé sur les clients, maintenant, on travaille sur le produit, comment se différencier. Donc, votre USP, c'est simplement muscler votre différence par rapport aux concurrents. Comme je disais, les deux personnes que j'ai rencontrées me disaient, oui, mais moi, je suis plus performant. Moi, je suis plus ergonomique que mes concurrents. Je leur disais, non, une USP, c'est pas je fais plus, c'est pas monsieur plus. Une USP, une Unique Selling Proposition, encore des différents, c'est du binaire, c'est 0 ou 1. C'est-à-dire que je fais quelque chose que les autres ne font pas. Alors bien sûr, vous pouvez le faire avec la différenciation fonctionnelle. Par exemple, j'ai une fonction inédite, je fais de la reconnaissance vocale, par exemple. J'ai une application mobile qui fait ça. Ou ça peut être de la différence fonctionnelle marketing. C'est-à-dire que c'est des choses que les autres ont, mais qu'ils ne mettent pas en avant. C'est-à-dire que dans mon produit, j'ai des choses qui sont vachement plus sympas. Par exemple, si vous regardez les pubs Apple pour l'iPhone, vous ferez vraiment très attention. Ils mettent uniquement en avant un élément clé qui est les photos. Si vous regardez leur publicité, ils ne font pas des pubs sur on fait du téléphone, on ne fait pas des pubs sur je peux aller sur Internet. Non, ils mettent en avant quelque chose qui est différent et qui est unique et qui est important pour leurs clients, c'est la caméra. Et qu'est-ce qui est important? On a vu ça grâce justement à la méthode des personas, on sait quel est l'élément clé qui est important pour le client. Donc, on fait une différence comme ça marketing qui peut être sur l'ensemble des produits ou un produit face à un autre produit. Un autre outil également, c'est de nommer ses fonctions. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, on a une solution de CRM, on ne va pas dire j'ai une solution de CRM, mais j'ai la fonction qui s'appelle XYZ qui permet de faire ça. Et quand on nomme une fonction, tout de suite, on a quelque chose d'unique par rapport à ses concurrents. Bref, là, vous avez tout un système en fait de fonctionnalités, enfin de manière de renforcer votre USP et d'avoir quelque chose de vraiment différenciant, clivant par rapport à vos concurrents. Et bien sûr, il faut le faire en fonction de vos forces pour contrer vos concurrents. Donc, valider une USP forte. Donc, en quoi je suis différent? Alors, l'USP, c'est à qui je m'adresse, en quoi je suis différent, etc., etc. Et bien sûr, partager ce pitch-là avec les commerciaux. Il ne faut pas qu'un commercial présente dans l'entreprise d'une manière, un autre commercial d'une autre manière. Ça, dans la plupart des entreprises, c'est comme ça. Un commercial présente ça à sa manière, alors que ce n'est pas forcément la plus efficace. Alors après, donc, bien sûr, il faut mettre en place une réflexion sur tes forces internes et externes. Ça, c'est ce que tu fais un petit peu aussi, Frédéric, au niveau, encore une fois, là, de l'entreprise. On a vu les clients, on a vu le produit. Là, on voit l'entreprise un petit peu plus globale avec sa concurrence. Oui. Alors, là-dessus, il y a... Quand j'ai commencé cette démarche il y a une vingtaine d'années, j'étais à peu près convaincu, enfin, j'avais la croyance que toute la partie externe était complètement non maîtrisée par les entreprises et que la partie interne, le produit et leur organisation était, si c'était pas complètement maîtrisé, c'était connu. Puis en réalité, je me suis aperçu au fil des années et des presque 2000 entreprises qu'on a accompagnées sur toute cette durée-là, que c'est l'inverse. Toute la partie externe, finalement, même si c'est pas forcément bien formaté, c'est souvent approché de manière empirique. Quel est mon client type, combien j'ai de potentiel, pourquoi ils achètent, comment ils se comportent. La concurrence de proximité, on la connaît un peu, l'environnement aussi, la durée de vie du produit aussi. Donc même si ça ne fait pas l'objet de documents soignés et publiés, malgré tout dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est relativement approché. Par contre, tout ce qui concerne la colonne interne, alors évidemment les capacités de production là-dessus, je ne vais pas faire l'insulte aux gens qui connaissent parfaitement leur machine, leur production, leurs possibilités, mais dès qu'on commence à arriver dans ce que j'appelle les différenciations sur le produit, les plus et les moins, on est encore très très souvent dans des propositions catalogues, c'est-à-dire j'énumère toutes les caractéristiques de mon produit, avec des photos, des supports et tout, mais j'oublie très souvent d'en présenter les avantages pour le client, puis surtout, systématiquement, j'oublie d'en apporter la preuve.
Alors nous, on pratique depuis des années une méthode toute simple qui est le CAP, c'est-à-dire quand j'écris une caractéristique de mon offre, systématiquement en face, je m'oblige à en écrire les avantages et si je la publie, je m'oblige à en mettre la preuve, en apporter la preuve. Donc, je donne un exemple juste pour s'amuser un petit peu. Prospective est un réseau national d'experts. C'est un avantage pour vos clients, c'est forcément il y a quelqu'un à proximité de chez vous. Et la preuve, par exemple, c'est la carte des implantations. À partir du moment où on va décliner toute son offre avec ses principes, je dirais, de communication, alors on va renforcer son positionnement, on va renforcer sa notoriété. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, j'entends encore souvent parler de bouche à oreille, mais j'ai encore pas trouvé l'instrument de mesure qui permet à une TPE, PME de mesurer son indice de notoriété. Alors, là-dedans, il y a aussi d'autres paramètres qui sont bloquants dans l'entreprise. Est-ce qu'on a bien mis les ambitions? On a bien rédigé les objectifs, les ambitions du dirigeant. Ambitions qui ne sont pas forcément des ambitions chiffrées, hein. Ça peut être pérennité, ça peut être confort, ça peut être plein d'autres qualités. Est-ce qu'on a identifié toutes les contraintes? Parce qu'il y a des contraintes en interne dans l'entreprise, résistance au changement, nouvelles technologies, parc machine. Et puis surtout, ça c'est vraiment, hélas, quelque chose qui est le danger de tous. Alors je ne sais pas d'où ça vient, de comment ça va évoluer. C'est le temps disponible, parce que les gens ont de moins en moins de temps à consacrer à tout ça. Et c'est seulement à partir du moment où on aura bien identifié tous ces leviers, freins externes et internes, bien identifier toutes les pépites qu'on peut avoir dans notre entreprise, parce que chaque entreprise est bourrée de pépites, qu'on sera capable d'en faire une synthèse et d'identifier bien sûr les grandes orientations à prendre. Alors justement, on arrive à l'étape numéro 3, qui est définir le plan de bataille. Donc, l'objectif, ça va être structurer le process de vente. Hein. Oui. Alors moi, j'ai trouvé le plus facile. Moi, c'est une diapo qui reste en mémoire à chaque fois. C'est comment mettre en œuvre la bonne quantité d'activité au bon moment, sur les bons produits et sur les bons prospects. Et le conseil utile de la journée, c'est s'il vous manque une de ces 4 lignes-là, surtout faites une marche arrière, parce que ça va pas marcher. Si vous avez mis l'invitation du Beaujolais nouveau le samedi qui suit le 3e jeudi du mois de novembre, eh ben ça marchera pas parce que c'est le jeudi que ça se passe et c'est pas le samedi. Bon, c'est aussi bête que ça, mais ça fait partie des fondamentaux et du bon sens paysan qui doit aussi être le garant d'un bon processus de vente. Alors ensuite, pour respecter tout ce processus-là, évidemment, il faut l'organiser. Et pour l'organiser, évidemment, il faut mettre en place un plan d'action commercial. Il ne faut pas avoir peur de le détailler, quitte à le resimplifier. Mais moi, j'aime bien voir des plans d'action affichés sur la porte du bureau du dirigeant ou du responsable commercial. Format poster, un tableau Excel avec toute la liste de toutes les actions à mener sur l'année. Alors, je crois que tu me mettras un petit détail tout à l'heure. Là, on a copié un exemple. Ouais, on en a copié un, voilà, tout à l'heure. Qui est un petit peu difficile à lire. Donc voilà, en réalité, le plan d'action commerciale, c'est surtout le calendrier à rebours de toutes les actions et la partition de musique de tous les acteurs qui vont contribuer à la partition commerciale. Voilà. Alors ensuite, évidemment, ça sert à rien de se poser des questions, mais sur les actions, si c'est pas en corrélation avec les objectifs. Objectif réaliste, ça veut dire que si on veut augmenter son chiffre d'affaires ou si on veut trouver de nouveaux clients ou si on veut fidéliser sa clientèle, évidemment qu'il y a des critères de sélection différents sur les bases de données qu'on aura. Évidemment qu'il y aura des chemins différents. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est pas je vais manquer de chiffre d'affaires et je cours après des affaires. Ça doit être prévu et anticipé très très longtemps à l'avance en fonction des objectifs qu'on va pouvoir se définir.
crois qu'il y a une diapo qui est encore pour moi. Donc le plan d'action commercial, ça sert à gérer ses efforts tout au long de l'année. Ça sert à bien matérialiser les leviers de croissance, mais aussi tout ce qui est défensif, parce que c'est bien beau d'être agressif, mais encore faut-il penser à se défendre. C'est identifier toutes les pépites. Alors c'est quoi une pépite dans une PME, une pépite commerciale? Ce sont des pépites qu'on rencontre nous tous les jours. C'est une entreprise qui a 250 clients et qui en a 25 actifs. Donc les 225, ils ne sont plus mouvementés depuis 1 an ou 2. Puis quand on les questionne, ils ne sont plus mouvementés parce qu'ils ne voient plus de commerciaux, ils n'ont plus de relance commerciale. Puis quand on demande à l'entreprise pourquoi il n'y a plus de relance commerciale, on a une réponse qui va vous faire sourire. C'est tout simplement parce qu'ils ne font pas de chiffres. Donc on a, ça c'est une pépite, mais on peut avoir une autre pépite, c'est avoir fait un produit spécifique pour un client et n'avoir jamais pensé à le proposer aux autres, ou c'est tout simplement liquider une partie du stock pour en faire une offre promotionnelle. Donc évidemment, une fois qu'on a identifié ces pépites, et vous savez qu'il y en a un paquet, en dehors de toutes les ressources humaines qu'on pourrait trouver dans l'entreprise, il faut chiffrer et cadencer ça dans un plan d'action, parce que une PME, c'est quand même pas facile à bouger au niveau structure, hein. Il n'y a pas des ressources disponibles. Donc c'est pour ça qu'il faut le cadencer. Ça sert à rien de faire des grosses actions. Il vaut mieux faire du continu à petite dose pour avoir les moyens de ses ambitions, ou alors les revoir. Alors, le danger de tout ça, dans le plan d'action, alors c'est l'expression de Frédéric, la lettre au Père Noël, mais ça m'a plu. Le danger, c'est de faire une lettre d'intention, d'en écrire 3 tartines, et de toute façon, on sait très bien qu'on n'aura qu'un jouet au pied du sapin, 1 ou 2. Donc, c'est vraiment d'arbitrer toutes les actions, et là aussi, il faut prendre sa calculette, il faut faire le bilan des actions passées, et d'arbitrer et de garder, dans un premier temps, que l'essentiel. Voilà. Alors là, tu as détaillé un plan d'action, ça va être semaine par semaine ou quelque chose comme ça? Alors, il est complexe parce qu'à l'écran, pour ceux qui auront des petits ordinateurs, ce ne sera pas facilement lisible. Évidemment, il y a les 52 semaines de l'année. Évidemment, il y a toutes les actions par thème avec les sous-actions. Les initiales, ce sont tous les acteurs de l'entreprise concernée. C'était une PME de 8 personnes. Hein. Le mode opératoire, des codes de couleurs par intervenant, un rétro-planning sur 52 semaines, la colonne budget à droite, à l'extrême droite, pour bien matérialiser ce que ça va coûter. Évidemment, un plan d'action comme ça sert de fil rouge. Ça peut évoluer en courant d'année, parce que on peut avoir des choses qui s'accélèrent ou des choses qui ne se font pas. Mais c'est vraiment extrêmement important de figer ça sur un papier, sur un document, et de le publier et de pouvoir le partager à toute l'équipe, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à impliquer tous les gens de l'entreprise dans une démarche commerciale, et en affichant son plan d'action. Alors donc là, on a vu qu'avec le plan d'action, on va générer normalement plus de prospects, mais il faut savoir aussi gérer cet afflux de prospects. Dans pas mal d'entreprises, en fait, on voit que le commercial reçoit un prospect, mais si le client n'est pas prêt à commander tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre le contact de côté, il va dormir dans le disque dur et il ne va jamais être lancé. Donc ce qui est important, c'est d'automatiser une partie de son cycle des ventes, puisque moi je dis toujours, le prospect c'est une denrée périssable. Il y a 1 mois de ça, je rencontrais le directeur marketing d'un très gros équipementier mondial dans le domaine des télécoms. Pour ne pas le citer, c'était Alcatel et Alcatel-Lucent. Et donc, en fait, le directeur marketing de cette entreprise-là me disait que la durée de vie d'un prospect dans son secteur d'activité, c'était de 2 heures.
Il m'a vraiment dit 2 heures, parce que tout simplement, quand les gens font une demande de documentation sur Internet, si on les rappelle pas dans les 2 heures, c'est soit un concurrent qui l'aura pris l'affaire, puisqu'en fait, il faut être tout de suite réactif. Et donc, leur travail, à eux, ça a été de pouvoir automatiser le rappel et le suivi des clients. Donc, dès le départ, hop, on va ferrer le client. Donc, on va le ferrer avec un livre blanc ou un guide, un audit, un quiz, etc., qu'on va proposer sur le site Internet. Ou tout simplement, si c'est une demande de doc, eh bien, on va être transféré directement au commercial qui va devoir le traiter dans les X jours ou X heures, donc c'est plutôt un nombre d'heures ou un temps. Et donc, si le prospect est chaud, c'est le commercial qui rappelle. S'ils détiennent, à ce moment-là, tout simplement, c'est un process automatique d'envoi de messages qui va pouvoir être envoyé. C'est ce que j'appelle, moi, les générateurs de prospects automatiques avec l'envoi automatique de messages. On va élever ces prospects avec tout simplement un envoi au départ, donc comme j'ai d'un outil. On peut l'inviter à venir à un web séminaire. On peut programmer un rappel téléphonique. Bref, on va pouvoir comme ça mettre sa prospection sur pilotage automatique. Alors, son autorépondeur, c'est tout simplement l'outil que moi j'utilise sur Conseil Marketing. Normalement, vous allez remplir un formulaire, vous allez recevoir un certain nombre de messages préprogrammés. Ça permet tout simplement de gérer l'afflux de sujets et mettre en place une relation entre vous et ce lecteur, sans y passer des heures. Parce que tout simplement, si vous envoyez de manière comme ça indifférenciée des prospects qui ont fait juste une simple demande de doc à vos commerciaux, le commercial va dire mais attendez, mais c'est pas les prospects, ça, c'est nul. Un commercial qui considère comme un prospect, c'est une personne qui est prête à commander dans les 1 mois à 3 mois maximum. Si c'est plus long que ça, pour lui, c'est pas un prospect, il le rappellera plus tard et souvent ça dort dans un fichier Excel, dans un fichier Outlook. Donc comme ça, en programmant des messages, on va pouvoir programmer une série de messages sur quelques jours, plusieurs semaines, voire plusieurs années, avec, comme je disais, on va utiliser la spirale d'or, c'est-à-dire qu'en fait, au début, on aura beaucoup de messages, et puis au bout d'un mois, 2 mois, ça va être un message, après au bout de 6 mois, un message, etc., etc. Et on ne perdra jamais le contact avec le client. Donc voilà, pour votre to-do, là, vous pouvez utiliser par exemple une solution comme Aweber ou Mailchimp. Vous créez vos formulaires sur le site Internet et vous programmez vos messages sur l'autorépondeur. Alors, on arrive quasiment à la 4e partie, là, où on va passer un peu plus dans l'opérationnel avec des astuces pour aller un peu plus en profondeur sur l'optimisation de sa stratégie commerciale. Donc là, tout simplement, la première chose, c'est utiliser sa base de données. Comme disait Frédéric, la base de données client, c'est le trésor de guerre, hein, c'est la richesse capitale de l'entreprise. Donc souvent, en fait, dans beaucoup d'entreprises, il y a plein de bases de données qui traînent. Là, il y a 2 jours, c'était le vendredi, jeudi soir, j'étais à la soirée Le Formidable e-commerçant et j'ai rencontré en fait une entreprise qui vend une solution face à des e-commerçants et elle me disait oui, on a un petit CRM en interne qu'on a bricolé nous-mêmes, on a fait un fichier Access et puis bon, il y a des marketing qui a aussi un fichier, les commerciaux ils ont aussi dans leur smartphone des contacts, j'ai aussi dans Outlook un certain nombre de choses. Bref, ils avaient des fichiers qui traînaient un peu à droite à gauche, ils n'avaient rien de centralisé. Donc, ce qui est important, c'est de centraliser dans un seul endroit toutes les données. Ça, c'est vraiment essentiel parce que ça vous permettra d'envoyer des promotions, des emailing, etc. Parce qu'il ne faut jamais croire qu'un client va vous rappeler directement comme ça, sauf s'il a vraiment un énorme besoin. Donc, il faut établir une communication régulière avec ses clients et prospects. Bien sûr, également qualifier sa base de données. Quand, par exemple, vous avez un service technique, s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise, il faut qualifier l'email, qualifier l'interlocuteur. Si un commercial va sur le terrain, c'est intéressant qu'il rentre l'email de la nouvelle personne qui a été nommée au poste de directeur commercial, marketing, DG, etc. Et comme ça, en fait, on va pouvoir lui envoyer des messages. On peut aussi noter, par exemple, les besoins, l'équipement. Si la personne nous dit, tiens, j'aimerais bien m'acheter tel produit dans 6 mois, dans un an, rappelez-moi, c'est que le commercial doit pouvoir noter dans son CRM de préférence le rappel ou la relance, ou alors il va juste noter, tiens, il y a un intérêt pour tel produit, et quand j'aurai une promotion, hop, je serai capable de les sortir, leur proposer quelque chose. Et on le disait auparavant, les meilleurs fichiers prospects, c'est souvent vos clients. Réactiver les anciens clients, comme disait Frédéric, définir une vraie politique de contact et détecter les inactifs, les gens qui vous ont quitté, leur proposer une offre irrésistible. Donc également dans les outils à proposer à ses clients, à ses commerciaux plutôt, il y a vraiment une modernisation du métier de commercial. Donc bien sûr, il y a tous les outils traditionnels. Donc l'USP, ça fait quelques phrases, quelques mots et tout le monde doit être vraiment d'équerre là-dessus. Et battle cards, alors les battle cards, c'est des fiches concurrentielles.
C'est tout simplement une fiche qui est généralement A4 et qui indique concurrent par concurrent. Généralement, vous avez les 3-4 gros concurrents sur lesquels vous devez faire une fiche et vous indiquez ben, voilà, les forces, les faiblesses par rapport à ce concurrent. Éventuellement, si vous avez récupéré des clients qui étaient chez ces concurrents, qui vous avez récupéré chez vous, pourquoi, les éléments qui marchent, leurs points faibles, les fonctionnalités que vous devez mettre en avant. Alors bien entendu, le but, ça va être de le faire de manière un peu fine. Vous n'allez pas présenter votre battle card à votre client parce que c'est ce que font parfois certains commerciaux. Hein. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer ça à votre concurrent et non seulement il va copier ça, il va s'adapter, mais en plus, ça donne une image qui n'est pas très positive de vous. Il vaut mieux le faire de manière un peu fine. Si par exemple, vous savez que vous êtes en face de tel concurrent sur un marché, tout simplement, vous incitez sur une fonctionnalité. Si par exemple, votre concurrent ne fait pas telle fonctionnalité, vous incitez en disant, mais vous savez que c'est aussi important de faire ça, c'est quelque chose qui est essentiel d'avoir cette fonctionnalité, cette fonctionnalité. Et bien entendu, si vous vous dites c'est essentiel, c'est important, la personne va dire, ah ouais, mais est-ce que l'autre fait ça? Donc ça, c'est important d'avoir ces battle cards. Donc une fiche, généralement c'est une A4, un fichier Word, où vous allez pouvoir vraiment lister vos points forts, vos points faibles, les éléments à mettre en avant en démonstration, etc. etc. Donc les argumentaires, bien entendu, mais il faut que ça serve vraiment. Ça ne sert à rien de donner 50 000 outils à ces commerciaux, ils vous diront toujours j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Il faut voir qu'ils ont besoin d'utiliser véritablement. La mobilité, également, c'est essentiel. La plupart maintenant des commerciaux ont un smartphone avec des emails et l'agenda. Mais ce qui est également intéressant, c'est les équiper d'une solution qui peut être du CRM ou une solution de comptabilité ou de gestion en accès externe où ils peuvent consulter, saisir des informations. Ça, c'est des choses qui vont être tout de suite pratiques. J'ai connu une entreprise qui était dans le domaine des assurances qui a augmenté son taux de concrétisation de ses affaires, je crois que c'était de 3 ou 4%, uniquement parce qu'ils étaient capables d'éditer des devis directement chez le client. Ça, c'était vraiment la grande force de cette imprimante Bluetooth et ils imprimaient ça directement et ils étaient prêts à donner toutes les informations clients. C'est des petites choses qui peuvent être très, très efficaces, comme le CRM pour ne plus rien oublier, etc. Bien sûr, c'est de la formation, hein, Frédéric ne dira pas le contraire, et un management efficace avec une gestion efficace des primes, objectifs, récompenses, qui peut être qualitatif ou quantitatif. Après, il y a quelques petites armes secrètes qu'on peut utiliser. Alors, on est toujours dans le domaine un peu militaire, mais c'est ce qui permet de faire un petit peu la différence. C'est d'utiliser ce qu'on appelle le social selling. Le social selling, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement utiliser les réseaux sociaux comme LinkedIn et Viadeo pour identifier les cibles. Alors, une chose qui est très simple et que les gens ne font quasiment jamais, c'est que vous avez une fonctionnalité d'export des emails sur Viadeo ou LinkedIn. Vous allez dans les contacts et vous choisissez exporter en CSV et vous vous retrouvez avec une liste d'emails auxquels vous pouvez envoyer un message. Et si tous les commerciaux de votre entreprise font ça, ils ont un fichier de prospects qui est vraiment très très important. Pareil, si vous avez en fait rencontré certaines personnes, vous avez récupéré des cartes de visite, vous pouvez également les mettre dans un fichier et vous dire tiens, ces personnes-là, je vais les contacter. Alors vous pouvez faire même les deux, c'est-à-dire que vous prenez les cartes de visite, vous les intégrez sur LinkedIn et après vous leur envoyez un message. On peut également utiliser LinkedIn et Viadeo pour avoir des prises de contact. Parce qu'on sait que c'est de plus en plus dur d'avoir rendez-vous. Les appels dans le dur, c'est difficile parce que les secrétaires font des barrages, les assistantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir envoyer un message directement à une personne. Et comme ils sont pas habitués de recevoir des messages sur LinkedIn, Viadeo, souvent, en fait, c'est assez efficace. Ou alors, on va repérer les fonctionnalités pertinentes. C'est-à-dire que si je suis une petite PME, une start-up qui vend un logiciel à des entreprises dans le B2B de tel secteur d'activité, je vais regarder sur Internet tous les directeurs commerciaux dans tel secteur d'activité et sur tel domaine. Et je peux, encore une fois, trouver le nom de la personne et après, j'appelle le standard téléphonique et j'essaye soit d'appeler directement Monsieur Bidule, soit je récupère son email pour ensuite lui envoyer un téléphone et j'appelle ensuite aux heures en dehors du bureau pour tout simplement ne plus avoir la secrétaire parce qu'elle sera partie à 6h, 6h30 et je vais appeler vers 6h30, 7h pour tomber sur les décideurs ou le chef d'entreprise qui est encore au travail.
Donc, le pouvoir de la recommandation est également essentiel, hein. On peut demander à des personnes qui sont en contact avec d'autres personnes. Moi, ça m'est arrivé pas plus tard que hier, une personne qui travaillait dans le domaine de l'aéronautique et qui m'a envoyé un message me disant, bah, tiens, est-ce que tu pourrais me mettre en contact avec cette personne? Je suis sûr que mes produits pourraient l'intéresser. Alors donc, bien entendu, je lui ai dit, bon, on lui a envoyé un email, mais bon, je n'irai pas te donner son numéro de téléphone, mais en tout cas, il peut appeler de ma part. Donc, appeler de ma part, c'est quand même quelque chose qui est important. Autre chose, la vidéo. La vidéo, beaucoup de gens ne pensent pas l'utiliser, alors que c'est utile même si on a des commerces terrain. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'étais avec Christian Mingret de Vidéo Tutoriel, donc il fait bien sûr des vidéos classiques sur Internet. Bon, là, jusque-là, rien de particulier. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il aide également les commerces terrain à vendre plus grâce à la vidéo. Par exemple, il me racontait qu'il y avait un de ses clients qui vendait en fait des fenêtres PVC. Alors, il ne faisait pas d'alu, il faisait que du PVC. Et donc, en fait, il a déjà travaillé d'une part sur leur site Internet. C'est-à-dire qu'il a mis des vidéos qui expliquaient comment fonctionnait l'entreprise, etc., etc. Donc, il a eu plus de devis déjà. C'est une première chose. Grâce à la vidéo, ça convertit plus. Mais ça a aidé également à convertir plus au niveau de la vente. C'est-à-dire que souvent, en fait, les commerciaux terrain qui allaient chez les clients faisaient face à des obstacles. Par exemple, ils leur disaient oui, mais est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez démonter ma fenêtre sans rien casser et ça peut être fait dans les 2 heures. Et en fait, beaucoup de clients avaient beaucoup de mal à y croire. Et c'était un petit frein et le commercial nous a dit, si, je vous assure, on peut faire ça. Donc son travail à lui, ça a été de lister à peu près une dizaine, une vingtaine de réponses aux objections et bien sûr des vidéos qui montrent cette réponse-là. Et surtout, c'était le pouvoir de l'image, pouvoir montrer aux clients que c'est vrai. Comme le disait tout à l'heure Frédéric, c'est le CAP, hein, c'est caractéristiques, arguments, preuves. Là, la preuve en vidéo, elle est beaucoup plus forte parce qu'on peut prouver véritablement ce que c'est avec une image et on dit très bien qu'une image vaut 1000 mots. Alors, bien entendu, il faut le faire de manière intelligente. Christian me disait que pour son client, qu'est-ce qui s'était passé, c'est que le commercial, après, avait eu tendance à montrer la vidéo au lieu d'argumenter. Et forcément, ça marchait moins bien. Et ils ont dû rééduquer les commerciaux en leur disant, mais non, c'est ton boulot, c'est toujours de vendre. La vidéo, c'est juste pour t'aider, pour apporter la preuve. Donc après, on peut également travailler sur la recommandation et le parrainage, qui sont très très forts. Si vous avez un client content, vous pouvez aussi dire, tiens, si tu recommandes telle personne, tu auras un cadeau, une réduction, une version premium, etc. etc. Donc voilà, je crois que Frédéric, tu disais que le marketing et le commercial devaient travailler la main dans la main, hein, c'est ça? En réalité, il n'y a pas de recette miracle. C'est pas parce que chez son voisin, les pages jaunes de l'annuaire ont bien marché que chez vous, elles vont fonctionner. On aime bien faire dans le simple chez Prospective et donc là, une croix avec d'un côté cible, actif, notoriété généraliste. C'est facile à comprendre. Sur un salon professionnel, vous prenez par exemple le salon de l'électronique, vous aurez forcément des visiteurs qui seront typiquement pile poil dans la cible et qui seront dans une démarche active parce que s'ils se sont déplacés sur ce type de salon, c'est vraiment que pour eux c'est un effort de visite. Alors que parallèlement, on va bientôt avoir la foire gastronomique de Dijon. Certes, les gens qui viennent sont dans une démarche active, mais généraliste, parce qu'on peut y acheter des escargots de Bourgogne, du vin, ou des canapés, ou des voitures, ou des piscines, ou de l'ameublement. Donc, il faut aussi, chacun dans sa zone, bien identifier les leviers, et puis ça va nous permettre de faire le choix, tout en revenant sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à la calculette, c'est-à-dire, certes, le salon professionnel, c'est peut-être bien pour une population ciblée et en activité, mais combien ça m'a coûté et combien ça m'a rapporté en contact et après en taux de transformation. Donc, voilà, je te laisse la parole. Alors, Commentaire et la dernière, c'est se confronter à la réalité de terrain. Là, on s'est quand même pas mal lâché sur l'aspect stratégique avec des outils. On peut dire, ouais, c'est pas mal les médias sociaux, LinkedIn, la vidéo, c'est sympa, mais quelle est vraiment la réalité de terrain? Ça sert à rien de faire des choses et d'avoir en fait l'effet tour d'ivoire. Hein. Je pense que soit tu le vois souvent sur le terrain, Frédéric. Alors là, je me suis pas trop cassé la tête pour mettre cette diapo, étant donné que c'est une illustration d'un bouquin que j'ai publié il y a quelques années.
Et l'illustrateur qui s'appelle Clé de Douce, qui est un humoriste lyonnais, je trouvais qu'il avait bien représenté ça. Il avait bien posé le problème. Est-ce que c'est la bonne quantité d'activité au bon moment, sur la bonne cible avec le bon produit? Et quelque part, d'aller voir le terrain, on s'aperçoit tout de suite que il y a un blème dans sa prospection. Donc évidemment, il faut en parler avec les anciens, il faut écouter dans les rendez-vous, même les rendez-vous qui produisent pas de vente, ça vaut le coup d'aller les voir. Il faut aller voir des prospects parce qu'un prospect, ça donne jamais le même signal, la même restitution qu'un client qui vous connaît depuis 20 ans. Il faut aller traîner dans les salons. Enfin, il faut être en ouverture, permanence, pour casser ce qu'on peut appeler l'effet tour d'ivoire ou casser la mauvaise idée qu'on a quand on a trop de certitude sur son offre ou son environnement. Alors là, avec Frédéric, on s'est pris un petit exemple. Ça, c'est un exemple que moi j'ai traité dans le secteur de la maintenance B2B en aéronautique. Tout simplement, c'était une entreprise qui était assez traditionnelle. Hein. Ils étaient sur un marché qui était assez secure pendant pas mal d'années. C'est une entreprise qui ronronnait. Il y a eu un nouveau dirigeant qui est arrivé dans l'entreprise et il s'est rendu compte en fait que il y avait quelques petits dysfonctionnements. Déjà, il y avait une concurrence qui commençait à arriver. Les commerciaux terrain qui étaient des électrons libres, en fait, ils faisaient peu ou pas de prospection parce que ils allaient voir toujours les mêmes clients, ils vendaient tout le temps les mêmes produits. Obtenir des prévisions de vente, généralement, ça s'obtenait le 21 ou 25 du mois pour savoir si les chiffres allaient être signés. Les délais pour réaliser le devis étaient longs. Alors, ce n'est pas de la faute des commerciaux, là, c'est tout simplement parce que le temps, ils étaient sur le terrain. Ensuite, il fallait qu'ils retournent à l'entreprise ou qu'ils envoient un email, que le service technique les appelle parce que parfois, il y a des choses qui n'étaient pas très claires, etc., etc. Et généralement, c'était entre une semaine et, on va dire, 10 jours, 15 jours pour réaliser un devis. Alors qu'il commençait à y avoir des concurrents qui leur permettaient d'avoir un devis beaucoup plus rapide. Ils avaient perdu comme ça en réactivité. Et donc, ils vendaient toujours les produits un petit peu faciles. Donc ça, c'était un petit peu le diagnostic. Et après, la stratégie était de mettre en place, c'est tout simplement de dire, OK, les commerciaux terrain doivent se concentrer sur la valeur ajoutée pour développer en fait la valeur sur les gros clients et en fait tout ce qui est petit, commandes récurrentes, prospection, etc., etc., ça doit être mis en place par une cellule de télévente. Alors c'est juste une personne qui faisait de la téléprospection et la prise de rendez-vous pour les commerces au terrain. Ça c'était quelque chose qui était important parce que si on mettait un commercial qui était concurrent des commerces au terrain, ça aurait été un petit peu la lutte. Tandis que là en fait c'était véritablement complémentaire et c'était un chiffre d'affaires qui était partagé au niveau des objectifs. Les commerciaux, pour être plus réactifs, ils sont équipés d'un CRM sur tablette. Et donc, grâce à ça, en fait, ils pouvaient prendre des informations, rédiger un petit peu les informations techniques, voire même prendre des photos. Et ainsi, ils ont réduit, je crois, par 2 le temps de réalisation des devis. Ils sont passés à moins d'une semaine, alors qu'avant, c'était une semaine à 10 jours, 15 jours. Et pour les petites commandes qui prenaient beaucoup de temps en fait au commerce au terrain, qui finalement étaient là juste pour faire du réassort ou faire ce genre de trucs-là, et ils ont mis en place un extranet de prise de commande. Alors cette fois, ils n'ont pas utilisé leur CRM, mais ils ont utilisé PrestaShop en B2B, et donc ils ont fait de la prise de commande externe. Donc en fait, les clients finaux avaient la possibilité d'acheter du matériel et des consommables directement sur le site internet, un site sécurisé qui était accessible uniquement aux professionnels. Et le bilan, il était assez rapide. Au bout de quelques mois, donc le temps de réaction des devis multiplié par 2. Les commerciaux qui se concentraient sur les clients potentiels ou développer le business, les voir en prospection des nouveaux clients et des prévisions de vente qui étaient beaucoup plus fiables puisqu'on avait déjà une idée de ce qui était recommandé. Donc on arrive à la conclusion de ce web séminaire. Je pense qu'on a débordé un tout petit peu. Ah non, il est 1 heure, ça fait 1 heure. Il est 14h54, donc on est juste dans les temps. Donc en conclusion, ce qu'on voulait vous dire, c'est que la stratégie commerciale ne s'improvise pas, Frédéric. Oui, ça ne s'improvise pas, donc écrire un processus, on peut toujours en faire des livres, mais cette diapo résume bien la chose. 4 étapes: élaboration, préparation, mise en œuvre et suivi. Dans l'élaboration, on va prendre en compte, bien sûr, tout ce qu'on a déjà survolé pendant cette présentation: objectif du dirigeant, force, faiblesse, opportunité, menace, la concurrence. Dans la préparation, on va préparer nos fichiers, nos argumentaires, CAP, nos plans d'action,
nos documents commerciaux. Puis ensuite, on va passer à la mise en œuvre. Et là, on va bien sûr identifier, maîtriser notre cycle de vente, le passage de suspect à prospect, de prospect à client, le process de qualification, de fidélisation, de toutes les actions commerciales, donc le plan d'action, bien sûr, à jouer. Utiliser tous les outils de vente, tous les argumentaires. Évidemment, mettre en place une bonne gestion de l'information commerciale. Et puis, il n'y a pas de processus, c'est comme un entraînement d'un sportif. Il n'y a pas de processus sans suivi, contrôle et mesure de la performance. Donc, on doit avoir un suivi continu, régulier, et puis aussi un effort continu, régulier. C'est un boulot de besogneux, c'est un travail de l'ombre, un travail d'humilité, mais c'est avec ça qu'on fait avancer les entreprises au niveau de leur développement commercial. Donc, j'ai fini pour ma part. Juste pour rebondir un tout petit peu sur le service de prospective, on peut vous accompagner dans votre stratégie commerciale, mais on peut vous accompagner beaucoup plus loin. C'est-à-dire, on vous propose de bénéficier de l'expertise d'un réseau de directeurs commerciaux chevronnés sur toute la France. On est une quarantaine sur toute la France. Les missions sont très souvent de très longue durée, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que finalement, les TPE, PME qu'on accompagne trouvent vraiment une réponse à leurs besoins, c'est-à-dire l'intégration d'un responsable de haut niveau sans contrat social. Donc, on est vraiment dans l'optimisation d'une entreprise avec une direction opérationnelle complètement externalisée. C'est un concept pas nouveau, parce qu'on existe depuis 20 ans, mais qui donne vraiment de bons résultats. Et puis, pour donner un sens à cette information qu'on vous a donnée avec Frédéric Canvet, de notre côté, nous, ce qu'on vous propose, la suite, pour ceux qui sont intéressés, c'est de se faire un rendez-vous téléphonique avec un de nos experts de proximité, dans un premier temps, qui vous permettra, au moyen d'un questionnaire simple, de se faire une idée, j'irai sur les premiers pas de votre stratégie commerciale. Donc c'est une petite radiographie en 4 tableaux avec un commentaire qui ira en face et puis qui devrait vous alerter ou vous motiver à creuser le sujet de manière un peu plus profonde et un peu plus durable. Voilà pour ce qui me concerne. Alors évidemment c'est réservé aux entreprises françaises parce qu'on ne travaille que sur la zone française et on a une particularité, on a quelqu'un aux Antilles. Voilà. Alors donc si vous êtes intéressé, vous envoyez un email à contact@prospective.com. Voilà. Bon après, moi, si jamais vous voulez mettre en place en fait une stratégie marketing de génération de leads sur Internet, je vous propose également une promotion spéciale, comme vous avez fait le plaisir d'assister à cette webconférence. J'ai sorti une formation vidéo qui s'appelle Prospection Booster. C'est vraiment dédié aux entreprises du B2B. Alors c'est pas pour le B2C, c'est vraiment pour le B2B. C'est pour trouver des professionnels sur Internet. Il y a à peu près une trentaine d'heures de formation vidéo. Et normalement, la formation vaut 197 € TTC. Et là, en fait, je fais une petite promo qui va uniquement aujourd'hui et demain, donc à 97 €. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez une URL qui est unique, c'est une URL protégée. C'est bit.ly, donc bit.ly/promo booster. Et là, en fait, vous avez donc le bouton de paiement, payé par carte bleue directement sur Internet. Et hop, vous avez les accès à la formation vidéo, donc 30 heures. Donc encore une fois, on va partir sur les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est le référencement, comment on crée un site Internet. Et ensuite, on va parler de génération de trafic en utilisant tous les leviers. On va insister surtout sur les médias sociaux, un petit peu d'AdWords, un petit peu d'achat de leads, etc., etc. Et on finira par les techniques avancées. Donc c'est vraiment une formation qui est conçue pour les gens qui débutent et ensuite pour les gens qui sont un petit peu plus avancés, qui veulent aller plus loin. Donc voilà. Donc il y a quasiment 50% de réduction avec cette formation sur le lien bit.ly/promo booster. On va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. On est véritablement à votre disposition. Il y en a quelques-unes
lors de la conférence. Alors, il n'y avait pas beaucoup de questions. Alors, tout le monde m'entendait. Donc, il y a une quinzaine de personnes qui sont encore en ligne. Est-ce que il y a des questions auxquelles vous souhaiteriez qu'on réponde ou des points qu'on n'a pas abordés? N'hésitez pas, hein, puisque c'est vrai que là, une présentation, c'est toujours faire des choix. Il y a des éléments que vous n'avez pas vus et que vous aimeriez bien voir, ou sur lesquels vous souhaitez un échange, un point de vue. Frédéric et moi, on peut vous donner une réponse. Hein. Alors, n'hésitez pas.